Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle, alors installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Australie. Ivy Mitchell étant née le 10 janvier 1902 à Grafton, Nouvelle-Galles du Sud, Australie, alors ville en expansion au bord de la rivière Clarence. Ivy était la cinquième de 6 enfants, née de James Alexander Mitchell et de son épouse Mary, venue en Australie depuis le Danemark. Ivy n'a cependant pas vécu longtemps à Grafton, car la famille a vite déménagé à Sandford, dans le Queensland. La vie a changé en 1912 quand sa mère est décédée, laissant un vide qui a forcé la famille à s'adapter à son absence. Peu après, son père s'est remarié, et Ivy et ses frères et sœurs ont dû vite s'adapter au changement. En 1913, Ivy a célébré ses 11 ans grandissant dans un pays formé politiquement depuis la Fédération des colonies en 1901. Elle avait vu l'Australie s'adapter à son nouveau gouvernement et à l'unification des États. Pourtant, ce n'était qu'une facette de l'histoire du pays, car la terre elle-même portait la présence des Australiens autochtones, dont les cultures remontaient à des dizaines de milliers d'années, et demeuraient au cœur de l'identité et du patrimoine du continent, même alors que le nouvel ordre politique s'installait. La famille y vivait bien et beaucoup voyaient l'Australie comme une terre de promesses et de possibilités. Ivy était une fille agréable et obéissante, appliquée dans ses tâches et assidue à l'école. Elle était appréciée de ceux qui la connaissaient, et ses journées se passaient à aller à l'école, à aider à la maison et à profiter du temps passé à jouer dehors avec ses amis. Le dimanche 8 juin 1913, elle et sa famille sont allées à l'église, puis elle est allée chez son amie Mary Frisch, 7 ans. Elle est arrivée là-bas à 11h30 du matin et toutes les deux ont joué joyeusement pendant quelques heures. À 16h30, Ivy s'est préparée à rentrer chez elle. Elle a dit à Marie qu'elle ne voulait pas marcher dans l'obscurité, sa maison étant à environ 3 km, le long de chemins de terre serpentant dans la broussaille vers la campagne. Avec à peine une maison en vue, les deux filles ont arrêté de jouer, et Marie a accompagné son amie pendant le premier kilomètre. Avant de lui dire au revoir et de rentrer chez elle, elle lui a donné quelques fleurs et des bonbons, puis elle a regardé Ivy s'engager sur le chemin. À la tombée de la nuit, le frère d'Ivy, Jacques, âgé de 16 ans, commença à s'inquiéter car elle n'était pas rentrée. D'habitude, elle rentrait avant la nuit, alors il décida de partir la chercher. Il prit la lanterne et s'engagea sur le chemin de terre, appelant son nom jusqu'à ce qu'il arrive chez les Frisch. Quand il demanda à M. Frisch si sa sœur était encore là, celui-ci répondit qu'elle était partie depuis longtemps. Pendant un instant, Jacques resta immobile, ne sachant pas quoi faire ensuite. Puis, de plus en plus anxieux, il fit demi-tour et courut jusqu'à sa maison pour dire à son père que sa sœur avait disparu. Monsieur Jacques Mitchell, sans perdre un instant, se ressaisit et partit avec son fils Jacques Junior et sa fille aînée Minnie à la recherche d'Ivy. Ils fouillèrent les rues et les sentiers voisins, appelant son nom tout au long de leur chemin. D'autres sortirent et aidèrent, tous anxieux de retrouver la fillette. Finalement, ils aperçurent des empreintes dans la terre qui semblaient d'abord appartenir à un homme adulte, mais après une courte distance, ces grandes empreintes furent rejointes par des plus petites. À la lueur vacillante de la lanterne, ils suivirent dans les traces, dans les broussailles derrière l'école d'État Parker, et virent vite que l'herbe haute était écrasée, comme si quelque chose de lourd y avait été traîné. Puis, à leur grande horreur, ils virent le corps d'Ivy, abandonné dans les broussailles, et il semblait que sa gorge avait été tranchée. Un message fut envoyé au bureau de poste de Samford, qui transmit rapidement la découverte à la police. Profondément préoccupé et conscient de la gravité de l'affaire, l'inspecteur principal Géracti agit sans délai. Il réunit plusieurs agents et, avec le médecin légiste Dr. Dodds, se rendit rapidement sur place. Ils arrivèrent vers minuit et commencèrent leur enquête. Le corps de la jeune fille fut soulevé de l'endroit où il reposait dans l'herbe et transporté jusqu'au bord de la route. Il fut placé sur un tapis et recouvert d'un drap. Les enquêteurs ont alors marqué 2 empreintes nettes et les ont recouvertes de boîtes, tandis que des brindilles étaient disposées pour indiquer la ligne d'autres traces menant loin de l'endroit où la jeune fille avait été retrouvée. 2 policiers furent placés à intervalles réguliers le long des routes environnantes, au cas où le meurtrier ne se serait pas enfui et serait encore dans les parages.
Pendant ce temps, malgré l'heure tardive, les policiers restant commencèrent à fouiller minutieusement les environs immédiats, interrogeant toute personne rencontrée et examinant la scène à la recherche d'indices. Des moulages en plâtre des empreintes furent ensuite réalisés pour servir de preuve. La nouvelle du meurtre se répandit vite dans la petite communauté et bientôt tous connaissaient les détails choquants du crime. Les gens étaient horrifiés qu'une telle violence touche leur rue tranquille et peinaient à comprendre le sort subi par une jeune fille. C'était le seul sujet de conversation dans les maisons et les magasins, alors que tout le monde essayait de reconstituer ce qui était exactement arrivé à Ivy Mitchell. Le corps des Ivy a été amené à la morgue où le docteur Dodds a réalisé une autopsie. Il a confirmé que la cause du décès était une profonde entaille à la gorge, mais les coupures sur ses mains et bras suggéraient aussi qu'elle avait tenté de se défendre. Tragiquement, il a également déterminé que la pauvre fille avait été violée. Pour recueillir des informations, les agents ont interrogé les habitants pour savoir s'ils avaient remarqué quelque chose d'inhabituel. L'un des hommes à qui ils ont parlé était un ouvrier agricole nommé Alexandre Gordon. Il leur a raconté qu'aux environs de 5h30 du soir, il se trouvait près de l'école, où il a dit être entré dans le jardin de l'école pour cueillir quelques oranges sur un arbre. En rentrant chez lui, il a dit avoir vu Ernest Austin, un ouvrier agricole local, passer au galop à cheval. Monsieur Gordon a ajouté que Monsieur Austin lui avait lancé un bref « bonne nuit » et semblait tenir une petite branche d'arbre à la main. La police a pas été intriguée. Après avoir trouvé des traces de sabots près de la Seine, ils les ont suivis jusqu'au réservoir d'eau près de l'école, où ils ont découvert une empreinte similaire dans la broussaille. Les agents pensaient que l'homme qui avait assassiné la petite Ivy Mitchell s'était enfui à cheval. Ils ont aussi retrouvé la semelle et le talon d'une botte abandonnée dans la broussaille. Après cela, les agents ont interrogé d'autres habitants, dont beaucoup se rappelaient aussi avoir vu Ernest Austin à cheval ce soir-là. Bien que le récit général de ces déplacements soit cohérent, la plupart se souvenaient qu'il portait une cravache plutôt qu'une petite branche d'arbre. Ces observations divergentes ont offert à la police plusieurs incohérences à considérer lors de la reconstitution des événements de cette fin d'après-midi. L'inspecteur principal Geracti a envoyé des agents interroger M. Austin, mais avant, un autre homme, John Loft, est venu faire une déclaration. Il était aussi ouvrier agricole sur la même propriété qu'Ernest Austin. Il a affirmé avoir vu M. Austin la veille, grattant la semelle de sa botte avec un couteau. Il a dit que quand M. Austin l'a vu, il a soudain levé les yeux et lui a demandé où étaient les pinces. Monsieur Loft a dit lui avoir indiqué l'endroit, et Monsieur Austin est parti les chercher. En regardant l'officier, Monsieur Loft a dit que lorsque Monsieur Austin est revenu, il s'est mis à arracher les semelles de ses bottes. Les officiers ont jugé cela très significatif, surtout après la découverte de la semelle de botte dans les broussailles de Tennessee voisine. Peu de temps après, Ernest Austin a été placé en garde à vue et interrogé par la police. Il a affirmé travailler dans une ferme à Cedar Creek appartenant à Monsieur Jim Fogg et a nié toute implication dans le meurtre de la jeune fille. Les policiers ont poursuivi l'interrogatoire jusqu'à ce que Power et McCarthy emmènent Ernest Austin à la morgue vers 8h30 pour voir le corps. Dehors, une petite foule de curieux s'était rassemblée, certains attirés par une curiosité morbide, d'autres par un sentiment de chagrin et d'incrédulité face à la tragédie qui se déroulait. Les hommes sont entrés dans la pièce où reposait la fillette. En soulevant le drap, Ernest Austin l'a regardée et, sans émotion, a dit qu'il ne la connaissait pas. La police pensait avoir assez de preuves et l'a inculpé de meurtre. Le lendemain matin, une audience préliminaire a débuté au tribunal de police de la ville, où Ernest Austin a été présenté devant le juge pour répondre à l'accusation. Beaucoup de gens étaient dehors, impatients d'apercevoir l'homme que la plupart d'entre eux avaient déjà jugé coupable de ce crime des plus odieux. La séance était présidée par M. E. Eggleston, magistrat de police. L'accusé, Ernest Austin, a été présenté sous son vrai nom, bien qu'il ait aussi utilisé le pseudonyme Ernest Johnson. Il avait 23 ans, travaillait comme ouvrier agricole et était originaire de l'État de Victoria. Les procédures formelles habituelles furent suivies, y compris la lecture des chefs d'accusation et l'établissement des faits de base, le magistrat notant les points clés de l'enquête, les déclarations des témoins et les preuves matérielles déjà recueillies.
Après l'audience, M. Austin fut placé en garde à vue 8 jours pour permettre aux policiers de poursuivre l'enquête et réunir des preuves avant de transmettre l'affaire à une juridiction supérieure. La police a examiné les antécédents de M. Austin et a découvert qu'il avait un long casier judiciaire remontant à son enfance. À l'âge de 11 ans, il avait été surpris en train de voler et avait été placé sous la surveillance du service des enfants négligés. Sa carrière criminelle s'est poursuivie à l'âge adulte et fin 1909 sous le nom d'Ernest Johnson. Il a été condamné pour agression avec intention de violer une jeune fille et a purgé 3 ans de prison à Melbourne. En découvrant les détails de l'infraction, les autorités ont éprouvé un curieux sentiment de déjà-vu, réalisant que le crime rappelait étrangement l'attaque contre Ivy. Monsieur Austin avait attiré une fillette de 12 ans dans un hangar, armée d'une hache lors de ce crime. Il a fui seulement quand les cris de la fillette ont attiré trop d'attention. Les semelles découpées des bottes d'Ernest Austin ont été retrouvées et correspondaient exactement aux empreintes découvertes près du corps d'Ivy. Les traces de sabots de son cheval correspondaient à celles trouvées sur place, le liant davantage au crime. Les enquêteurs ont conclu qu'il avait commis le meurtre et, en tentant vainement de cacher ses traces, s'était précipité au réservoir d'eau de l'école pour laver le sang de ses mains et vêtements avant de rentrer chez lui. L'inspecteur Geracti était certain qu'Ernest Austin était responsable de ce crime horrible et l'a officiellement inculpé de meurtre. Monsieur Austin a alors été incarcéré en prison en attendant son procès. Le procès a débuté le mercredi 27 août 1913 et, dès le début, il a suscité un vif intérêt, le public étant désireux de suivre le déroulement d'une affaire aussi choquante. Des journalistes ont consigné chaque détail pour les journaux, tandis que des foules attendaient devant le tribunal des nouvelles de l'intérieur. L'atmosphère était chargée de curiosité et de malaise, alors que la communauté attendait du procès des réponses et, en fin de compte, la justice. Interrogé sur son plaidoyer, M. Austin a déclaré « non coupable ». L'agent Johnson a pris la barre et a fourni un témoignage détaillé. Il a décrit son arrivée sur les lieux où il a vu le corps de la petite fille, puis il a reçu l'ordre de recueillir des preuves. Il a raconté que le matin du 9 août, lui et un collègue ont rencontré un homme nommé James Fox sur la route de Cedar Creek, qui leur a remis une paire de bottes appartenant apparemment à M. Austin. Le constable a dit que, plus tard, lui et le détective McCarthy ont interrogé M. Austin sur les bottes devant une ferme. Il a dit que M. Austin a reconnu qu'elles étaient à lui. Le constable a déclaré qu'après cela, ils ont également récupéré une chemise, un pantalon, un couteau de poche, un bâton, une veste et une selle dans sa chambre, tous tachés de sang. Interrogé sur la nature du sang, le constable Johnson a indiqué que le laboratoire avait confirmé qu'il était humain. Tous ces objets ont servi de preuve au tribunal. L'accusation a mis l'accent sur le bâton et le morceau de cuir retrouvés près du corps de la jeune fille. Des témoins les ont identifiés comme appartenant à M. Austin, bien que, lorsqu'on lui a montré le bâton, M. Austin ait nié en avoir connaissance. Les bottes étaient très importantes pour l'accusation. L'agent Prentice a aussi témoigné que les empreintes près de la scène correspondaient aux chaussures de M. Austin. Il a indiqué que les bottes de M. Austin avaient des plaques de talons en fer, dont celle de gauche comportait une barre cassée, laissant un fragment mal orienté et créant une empreinte unique. Le policier a déclaré que M. Austin avait également découpé les talons et les semelles de ses bottes, un acte qui, selon lui, suggérait qu'il essayait peut-être de dissimuler des preuves. Interrogé, M. Austin a nié toute implication dans le crime. Il a dit que les taches sur ses vêtements venaient de l'abattage de veaux 15 jours avant, et il ignorait comment du sang humain s'y était retrouvé, sauf si c'était le sien. Le tribunal a également appris qu'une fois incarcéré, M. Austin avait tenté de se suicider et aurait avoué le crime, déclarant à l'agent par intérim Roach qu'il avait bien tué Ivy Mitchell. L'accusation a souligné devant le tribunal que chaque vêtement retiré de la chambre de M. Austin était taché de sang. Même si les preuves semblaient s'accumuler contre lui, Ernest Austin est resté impassible tout au long de l'audience. M. Fahey, pour la défense, a rejeté toutes les accusations, soulignant que les preuves étaient uniquement circonstancielles.
Il a soutenu que même en supposant que le sang trouvé sur les vêtements était humain, l'expert de l'accusation n'a pas pu confirmer s'il était de récent. Il a ajouté que si son client était vraiment coupable, des témoins auraient remarqué du sang sur ses vêtements. Pourtant, lors de sa rencontre avec M. Weber le soir du meurtre, puis avec M. et Mme Loft et leurs enfants, personne n'a rien remarqué d'inhabituel, notamment aucune trace de sang sur ses vêtements. M. Fahey a insisté sur le fait qu'un homme coupable aurait essayé de dissimuler les preuves, mais M. Austin n'a rien fait de tel, et il n'y avait rien d'extraordinaire dans son apparence. M. Fahey a demandé au jury de ne pas voir d'intention suspecte dans le retrait des semelles des bottes, affirmant qu'un coupable ne l'aurait probablement pas fait aussi ouvertement. Après sa plaidoirie finale, le juge a résumé l'affaire et le jury s'est retiré à 15h21. Ils ne sont pas revenus avant 13h le lendemain. Lors du verdict, ils ont déclaré M. Ernest Austin coupable. Le juge l'a condamné à mort. Le 22 septembre 1913, Ernest Austin a été conduit à la potence à la prison de Bogorod. Avant son exécution, il a avoué le crime et exprimé de profonds regrets. Il a ensuite été pendu. Il a été enterré dans un terrain non consacré au cimetière de South Brisbane. Ernest Austin a été le dernier homme jamais exécuté dans le Queensland, et en 1922, l'État est devenu le premier en Australie et le premier gouvernement au sein de l'Empire britannique à abolir officiellement la peine capitale. Cependant, ce n'était pas la dernière fois qu'on entendrait parler d'Ernest Austin. Depuis sa mort, beaucoup ont affirmé avoir vu son fantôme, ajoutant à sa réputation infâme. Les histoires sur le fantôme d'Ernest Austin se sont largement répandues, avec de nombreux témoignages affirmant que son esprit tourmenté erre encore dans les couloirs de la prison de Bogorod. Ces récits rapportent souvent son apparition durant les nuits orageuses, sa présence rappelant obsédément le crime commis. La prison, célèbre pour son histoire sombre et son atmosphère inquiétante, attire de nombreux témoignages de phénomènes inexpliqués, renforçant la croyance que l'esprit d'Ernest Austin y subsiste. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.